La liberté d'informer est une chose trop grave et en ce moment trop malmenée pour que nous nous satisfaisions d'incantations consensuelles. Et si demain les Français accordent leur confiance à la gauche, il nous faudra agir car le véritable enjeu de l'information, c'est tout simplement la démocratie. Joseph Pulitzer, cette grande figure américaine d'un journalisme d'exigence, le disait dans son temps, « Notre République et sa presse graviront ensemble les sommets ou bien elles iront ensemble à leur perte. » Alors je le dis en pesant mes mots, il y a urgence dans notre pays et ce ne sont pas les récentes insultes du jour du président de la République à l'égard d'un journaliste, infâmes injures qui nous font aujourd'hui penser le contraire. Jamais en effet les forces brutales d'un marché obsédé de rentabilité à court terme n'ont à ce point pesé sur les conditions de production de l'information. Jamais depuis bien longtemps l'interventionnisme intempestif et arbitraire d'un pouvoir foulant aux pieds ses propres lois n'a à ce point menacé le libre exercice du métier de journaliste. Jamais non plus, enfin, une révolution technologique n'a bouleversé à ce point les modèles économiques, la hiérarchie des supports, les pratiques journalistiques, les attentes, les comportements citoyens qui ne sont pas loin de là, les citoyens, des récepteurs passifs, la preuve, mais les citoyens sont des acteurs doués d'une capacité d'expertise et de critique. Le premier combat, il y en a trois. Le premier combat, c'est la lutte contre l'arbitraire du pouvoir. Alors juste un mot pour citer un journaliste, Philippe Turle, éditorialiste anglais, que j'ai entendu sur France Info après la dernière interview élyséenne du président de la République. Je vous la cite car il est toujours instructif de se voir dans le regard des autres. Nous avons d'ailleurs notre ami Vitali qui nous donnera aussi le regard des autres. Alors il disait ceci le lendemain de l'intervention du président de la République: c'est du jamais vu en Angleterre. 1h30 avec 3 chaînes mobilisées, c'est comme du temps de l'ORTF avant 1975. C'est comme si on allait voir Louis XIV, il nous reçoit, nous les journalistes, les représentants du peuple dans son palais, et on le titille avec des questions programmées à l'avance. La seule fois en Angleterre où l'on mobilise 2 chaînes, rappelait-il, c'est pour le discours de la reine à Noël et il dure 10 minutes maximum. Et encore qu'un des aspects de cette mise sous tutelle, puisqu'en plus il s'est arrogé le pouvoir exorbitant de nommer les patrons de l'audiovisuel public, s'autorise des irruptions dans la programmation, s'est efforcé de réserver aux chaînes privées le monopole des recettes publicitaires, bref, au point que des journalistes mesurés, comme Alain et Patrice Duhamel, en font dans leur livre récemment paru une description glaçante. La France vient de dégringoler à la 44e place dans le dernier bilan annuel de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, juste devant l'Italie berlusconienne, mais loin, très loin de tous les autres pays européens. Or, la liberté de la presse, c'est un droit qui appartient à tous les citoyens, c'est notre bien commun. C'est pourquoi nous attendons du débat de ce soir des propositions sur les bonnes barrières à ériger contre les risques d'oppression des pouvoirs, quels qu'ils soient. Le deuxième combat, c'est le combat contre le pouvoir de l'argent. L'autre pouvoir menaçant pour les libertés journalistiques et civiques est celui de l'argent. Il y a d'abord eu les années de concentration. C'est un sujet dont Nicolas Sarkozy a dit lors des états généraux de la presse qu'il n'en était pas un, car le seul problème à ses yeux est que les journaux ne sont pas assez rentables, a-t-il dit, pour attirer davantage d'investisseurs. Il en a d'ailleurs profité pour préconiser la suppression du seuil maximum de 20% fixé aux prises de participation non communautaires dans une entreprise de presse française. Quant aux journalistes, le président de la République leur signifia clairement son opposition à la reconnaissance juridique des sociétés de rédacteurs. Le temps n'est plus comme dans les années 60, où Alain Zareff pouvait affirmer « François, c'est moi ». Jacques Rigaud, l'ancien président de RTL, date la grande transformation du milieu des années 90 et de l'arrivée de ceux qu'il appelle les visages pâles. Leur ligne d'horizon, dit-il, c'était le cours de la bourse, la rentabilité à outrance, la prééminence des stratégies financières. Tout cela s'est enchaîné très vite avec l'arrivée des fonds d'investissement seulement intéressés par le court terme. On a vu aussi cette exception française
pas franchement culturelle, de grands groupes venus du BTP et des marchés de l'armement, vivant de la commande publique, s'emparer des quotidiens, des magazines et des chaînes. Et ce qui devait arriver arriva. Ici, un article retiré ou affadi car susceptible de nuire au business d'origine. Là, une information trappée car susceptible de déplaire au pouvoir dispensateur de contrats et de faveurs. Des conflits d'intérêts arbitrés au détriment du devoir d'informer. Alors que faire? C'est l'objet du débat de ce soir. Retourner au modèle économique d'antan n'est plus possible. Le monde d'hier n'est plus. Il faut s'inscrire dans celui d'aujourd'hui, mais trouver les bonnes régulations et les bons contrepoids. Car si l'on pense que l'information n'est pas une marchandise comme les autres, comment garantir efficacement l'indépendance et la pluralité de la presse? Faut-il, comme je le crois, plafonner la part des groupes dépendants de la commande publique qui ne devraient pas être l'actionnaire de référence? Quels pourraient être, dans le contexte qui est le nôtre, les contours d'un modèle mixte, économiquement viable, dont le capital privé ne serait pas banni, mais où son pouvoir serait encadré et équilibré? Le projet de loi défendu par Patrick Bloch, je le remercie de sa présence, inscrit l'indépendance des rédactions dans le droit et le renforcement de leur pouvoir face aux dirigeants et aux actionnaires. Mais comment garantir cette affirmation? Comment épauler aussi ceux qui, dans la presse internautique, ont fait le choix d'un autre modèle où la garantie de l'indépendance rédactionnelle résulte de la propriété du capital par les journalistes et les lecteurs? Voilà les questions qui seront débattues. Le troisième combat, et j'irai vite, c'est maîtriser la révolution technologique. Nous avons en effet à faire cette réflexion en tenant compte de la prodigieuse révolution technologique, Internet bien sûr, et ses applications démultipliées, mais aussi les téléphones portables et tous ces objets nomades qui font de plus en plus partie de notre quotidien. Comment refonder sur des bases solides les droits et les devoirs des journalistes au service du droit fondamental des citoyens à l'information dans ce contexte? Nous avons aussi l'irruption des journaux gratuits, l'information en continu, l'invention de journaux internautiques, la croissance exponentielle des blogs, l'accumulation des sondages dont parfois les réponses sont dans les questions de ceux qui les financent et qui sont relayées comme des informations scientifiques. Nous avons la contamination de la pipelisation et de la vulgarité de certaines émissions pseudo-comiques qui dégradent en même temps la parole journalistique sérieuse et la responsabilité politique sérieuse. Bref, les mutations récentes ont transformé les manières de dire, bousculé les critères de légitimité, déstabilisé tous les métiers de presse, renforcé à bien des égards cette dictature du temps court qui empêche de vérifier et de mettre en perspective. Quels sont donc dans ce vaste champ de mutation les chances nouvelles, mais aussi les dangers inédits auxquels l'action publique doit répondre? Nous plaiderons donc pour une nouvelle donne concernant la presse et les médias. Certaines dérives, les journalistes le savent bien, nourrissent la suspicion. Les Français expriment à la fois une soif, un intérêt souvent passionné, notamment les Français politisés qui dévorent l'information, mais aussi, et cela se reflète souvent, une défiance, un scepticisme dont les journalistes sont les premiers conscients. Les politiques d'ailleurs ne sont pas mieux traités. Et il est intéressant de constater que le discrédit des uns retentit sur le discrédit des autres. Et tout ce que l'on peut reprocher parfois à la presse, on peut aussi se le reprocher souvent aux responsables politiques par rapport aussi à leur manque d'éthique et à la façon dont ils laissent ou pas correctement traiter l'information. Et c'est d'autant plus vrai que se pose cette question de la responsabilité médiatique que les citoyens ont appris à décrypter les récits et les images, les stratégies publicitaires, les roueries du marketing politique. Et comme le dit Denis Musée, ici présent, dans cette jolie formule, les émetteurs de stratégies encodent, mais les récepteurs décodent. Ces lecteurs, auditeurs, téléspectateurs plus avertis, avides de participation, et ici on en sait quelque chose, un désir d'avenir, sont une raison de plus de redéfinir les responsabilités individuelles et collectives de ceux qui font la presse, tous supports confondus, et qui ont en partage le devoir d'informer.
Pour terminer, je voudrais quand même évoquer le malaise des journalistes, qui n'est pas moins vif devant ce que beaucoup ressentent comme une dégradation d'exercice de leur métier. Je suis par exemple particulièrement choquée de la façon dont Audrey Pulvar a été débarquée. C'est dire aussi, par rapport à cette question de la dégradation des conditions d'exercice de leur métier, rappeler une enquête pour les assises du journalisme en 2007. J'en ai pas trouvé de plus récente, mais je crois que celle-ci est toujours vraie. 47% des journalistes interrogés disaient n'avoir pas les moyens d'effectuer un travail qui serait à leurs yeux de qualité. 40% disaient ne jamais disposer du temps nécessaire. 38% confiaient qu'ils souffrent davantage de la pression économique et financière que des contraintes inhérentes au traitement de l'actualité. C'est dire la réalité d'une forme de souffrance professionnelle qui n'a pas dû s'atténuer depuis 3 ans. La course permanente à l'audience, la précarisation de la profession, la polyvalence imposée, les écarts de salaire entre petite élite et la masse des journalistes, la pression constante sur les effectifs, c'est aussi cela le quotidien de la grande majorité des journalistes. Alors il reste la question de l'éthique, de la déontologie professionnelle. Depuis la fin des années 70, il y a eu des chartes, des codes propres aux entreprises de presse qui ont été élaborées. Dans la foulée des États généraux de la presse, il y a eu un projet de code de déontologie journalistique, mais qui est loin de nous faire l'unanimité. Qu'est-ce que ce serait qu'une charte d'éthique et de déontologie? Faut-il, pour veiller à son application, une instance nationale de déontologie qui soit l'émanation élue de la profession, mais comment y associer aussi les citoyens, qui sont les récepteurs de cette information? Bref, je ne suis pas sûre qu'il soit juste de qualifier la presse de quatrième pouvoir, mais ce qui est certain, c'est que nous avons absolument besoin de ce contre-pouvoir, parce que c'est le moteur d'une démocratie qui doit des comptes à ses citoyens. Et c'est une bien noble tâche que de donner à comprendre quelques sujets qu'on traite, le temps présent et l'histoire. C'est un beau métier, proche ou lointain, que de donner des perspectives et de donner à comprendre, de donner aux citoyens les clés de la compréhension du monde. La démocratie a besoin de journalistes qui nous rapportent les échos du vaste monde, qui nous informent de notre environnement proche et qui nous aident en ce faisant à nous y situer, à nous faire notre opinion. La démocratie a besoin d'une presse d'investigation qui lève les points du voile, débusque les scandales d'État, révèle les mensonges des pouvoirs, quels qu'ils soient. La démocratie a besoin de journalistes qui nous aident à décentrer notre regard, à nous défaire des idées toutes faites, qui nous donnent à voir l'infinie variété des situations sociales et politiques. La démocratie a besoin de journaux, de radios, de télévision, qui soient aussi, comme le disait Benjamin Constant, un recours ouvert à l'opprimé pour faire entendre sa réclamation et l'assurer que, interdite ou étouffée par les voies ordinaires, elle ne restera pas inaudible. Oui, la démocratie a besoin d'une presse rigoureuse et lucide, d'une presse aussi attentive aux plus faibles, qui sont trop souvent des blessés de l'information, à la dignité desquels on n'est pas toujours attentif, et d'une presse capable, quand l'intérêt général est en jeu, de défier les puissants. Sous bien des latitudes, des journalistes s'obstinent à faire leur travail au péril de leur vie. Je pense parmi bien d'autres à Ana Politkóvskaïa, au journaliste mexicain abattu par les narcotrafiquants, à Christian Poveda assassiné au moment où sortait son beau travail d'enquête sur les maras et gangs de jeunes salvadoriens, et bien sûr à Hervé Guettière et Stéphane Taponnier, otages en Afghanistan depuis 1 an. Chacun d'eux aurait pu se reconnaître dans cette définition d'Albert Londres. Un journaliste n'est pas un enfant de cœur, et son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, pas non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie.